On ne pouvait pas s'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'UDPS au pouvoir, qu'on soit en train de vivre l'impunité, les dégâts de l'impunité tels que nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. On ne pouvait pas s'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, avec l'UDPS au pouvoir, qu'on soit en train de vivre la corruption à des degrés tels que nous le vivons aujourd'hui. Jusque-là, depuis que l'Union sacrée est là, je pense que c'est une déception. C'est une déception. Ceux qui ont cru en Fathi, c'était les vrais supporters de Fathi, c'était ceux-là qui ont cru en lui quand il n'était pas encore président de la République. Hein? Quand personne ne lui accordait, lorsque pas beaucoup de gens lui accordaient la chance qu'il puisse remplacer, être les successeurs des Kabila. Observez le pouvoir du fils biologique du sphinx de Limété, vous vous dites qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il marche sur les traces du papa, de papa Tshisekedi? Ben écoutez, la réponse est non. La réponse est non, c'est avec peine qu'on l'ait dit. En crainte d'être contredit, je mets ma main à couper. Personne ne peut me prouver que les hommes politiques, la classe politique congolaise d'aujourd'hui est remplie de patriotes. Et nous, on n'a fait que reculer et on continue encore à reculer. Et aujourd'hui même, c'est avec peine qu'on l'ait dit. La classe politique congolaise actuelle n'aime pas les Congos. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Dans l'extérieur de la RDC, chaque fois quand tu reviens au pays et que tu vois les choses que nous vivons dans ce pays, c'est très révoltant, c'est très choquant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. Une émission des élites qui traite les sujets peut-être que vous ne trouverez pas ailleurs. Merci de respecter ces rendez-vous patriotiques. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui pour essayer de parler de la République démocratique du Congo et des Congolais? Je reçois pour vous Monsieur Aimé Boukassa. Monsieur Aimé Boukassa, bonsoir et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous ceux qui suivent votre émission. Très bien. Si on vous demande de vous présenter vous-même, je sais que c'est très difficile, en une minute, qu'est-ce que vous dites de vous? Eh bien, monsieur Aimé Boukassa est citoyen congolais, de père et de mère. Ah, ça c'est la précision. Ah oui, de père et de mère et des grands-parents, s'il faut aller dans la profondeur, des grands-parents et des arrière-grands-parents congolais. Évoluant dans la diaspora, anglophone de formation et acteur politique. Évoluant à la diaspora, vous êtes congolais de père et de mère, vivant à l'étranger. Vous avez la connaissance de comment certains pays étrangers sont gérés. Lorsque vous regardez comment la République démocratique du Congo est gérée aujourd'hui, vous vous dites, nous sommes dans la bonne voie, où il y a un ça ne va pas. Non, mais justement, c'est même la raison pour laquelle des gens comme moi avons décidé d'entrer dans la politique. C'est par rapport au fait que, étant à l'extérieur de la RDC, chaque fois quand tu reviens au pays, et que tu vois les choses que nous vivons dans ce pays, c'est très révoltant, c'est très choquant. C'est très révoltant, c'est très choquant. Et ça ne peut pas te laisser indifférent. Voilà la raison pour laquelle on est entré dans la politique, pour essayer d'apporter notre contribution dans la lutte afin que notre pays puisse se changer un jour. Et vous vous dites qu'aujourd'hui, la politique en République démocratique du Congo ne marche pas à cause des acteurs ou par rapport à la conception de la population et du peuple? Non, non, je pense que les acteurs politiques, la classe politique congolaise actuelle n'aime pas les Congos. Ah, ok. N'aime pas les Congos. Le patriotisme n'est prêché que de manière théorique. Mais dans la pratique, il n'y a pas du tout du patriotisme. Parce que si ces hommes politiques-là étaient réellement de patriotes, ils ne laisseraient pas le Congo dans l'état où il est aujourd'hui. Tu fais le tour du pays pour ne pas... Parce que j'ai remarqué, ici en RDC,
on a tendance à vouloir comparer la RDC à l'Afrique du Sud, à la France, aux États-Unis, à Dubaï, aux Émirats et choses pareilles. Donc comparons la RDC avec juste nos voisins, ceux qui sont autour de nous. Vous prenez les 20 dernières années, tout ce pays-là était très mal en point. Mais aujourd'hui, tous ces pays-là avancent. Commence même à dépasser la République démocratique du Congo. Se font respecter de plus en plus et nous, on n'a fait que reculer et on continue encore à reculer. Et aujourd'hui même, c'est avec peine qu'on les dit, avec le 5 années et demi du pouvoir de l'UDPS. Hein, on a du mal à voir l'état dans lequel le pays continue à se retrouver. Aujourd'hui, 5 ans après le pouvoir du régime Fachi, ça fait mal au cœur. Donc c'est pourquoi, en tout cas, sans craindre d'être contredit, je mets ma main à couper. Personne ne peut me prouver que les hommes politiques, la classe politique congolaise d'aujourd'hui est remplie de patriotes. Il n'y a pas de patriotisme là-dedans. C'est des égoïstes, c'est des gens qui vivent des antivaleurs. Le combat que le papa Étienne Tshisekedi a mené est en train d'être bafoué par les mêmes personnes avec qui il a eu à combattre. C'est d'ailleurs la question que j'allais déjà vous poser. La diaspora a accompagné le combat du Sphinx, Étienne Tshisekedi. Vous vous êtes battu pour certaines valeurs. Aujourd'hui, lorsque vous observez le pouvoir du fils biologique du Sphinx de Limete, vous vous dites qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il marche sur les traces du papa, de papa Tshisekedi? Ben écoutez, la réponse est non. La réponse est non, c'est avec peine qu'on l'a dit. La réponse est non. Moi je suis parmi le premier soutien de Fachi. Pour la petite histoire, j'ai été très proche de Martin Fayulu jusqu'à Genève. Toujours à côté de l'opposition. Oui, j'étais très proche de Martin Fayulu jusqu'à Genève. Avec le président Martin Fayulu, on s'appelait tous les jours. Lui ici au Congo, moi là où je suis, on s'appelait tous les jours. On était vraiment très proches. On s'appelait, ça signifie que la relation n'est plus, le contact n'est plus. C'est pour montrer comment on était proches. On s'appelait tous les jours. Voilà, jusqu'à Genève. Et à Genève, je fais le choix d'accompagner Fachi. Et aujourd'hui, le régime est composé de gens qui n'étaient pas là. Ceux qui ont cru en Fachi, c'était les vrais supporters de Fachi, c'était ceux-là qui ont cru en lui quand il n'était pas encore président de la République. Quand personne ne lui accordait, lorsque pas beaucoup de gens lui accordaient la chance qu'il puisse être les successeurs de Kabila. Mais moi parmi nous, c'est-à-dire moi en premier, on a fait confiance en lui, on l'a soutenu et on continue à le soutenir. Mais ça ne nous empêche pas de pointer ce qui ne marche pas. Ça ne nous empêche pas de dire que non, président, là en tout cas, ça ne va pas corriger parce qu'en réalité, on soutient le président Fachi parce qu'il est le président de la République, on veut qu'il puisse réussir. Mais le vrai sens du combat que nous menons, c'est pour la RDC. Nous voulons que la RDC aille de l'avant. On en a marre de voir notre pays être traîné dans la boue comme ça. On veut voir ces pays se mettre debout. On veut voir la RDC commencer à devenir cette grande nation que nous sommes supposés à devenir. Monsieur Aimé Boukassa, à vous entendre parler déjà, ça me pousse à vous poser une question. Pouvez-vous faire la différence entre la gestion de Joseph Kabila de 18 ans et celle de Félix Tshisekedi actuellement? Écoutez, c'est difficile de faire la comparaison réelle entre ces deux régimes parce que le président Kabila est arrivé au pouvoir, il a régné pendant 18 ans. Et le président Fachi, ça fait seulement 5 ans qu'il est au pouvoir. Et Kabila est arrivé au pouvoir par la voie des armes, par la force. Et Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la volonté de la population, par les urnes.
Et Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, on ne peut pas négliger le fait que pendant les 2 premières années de son régime, c'était très difficile cette coalition avec le FCC. Donc le vrai jugement de Tshisekedi, à mon sens, ça commence avec la naissance de l'Union sacrée. Et jusque-là, depuis que l'Union sacrée est là, je pense que c'est une déception. C'est une déception. On ne pouvait pas s'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, avec l'UDPS au pouvoir, qu'on soit en train de vivre la corruption à des degrés tels que nous le vivons aujourd'hui. On ne pouvait pas s'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'UDPS au pouvoir, qu'on soit en train de vivre l'impunité, les degrés de l'impunité tels que nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Et ça fait mal au cœur, hein, ça fait très mal au cœur, mais je continue à croire qu'il n'est pas encore très tard. La population, nous venons d'accorder un 2e mandat au président Félix Tshisekedi et il est à ses débuts, bien que c'est très inquiétant parce que ça fait bientôt 4 mois que le président est là et qu'il n'a pas toujours encore de gouvernement et tout ça. Mais on espère vraiment que le 2e mandat sera différent. Ça sera un mandat où la corruption sera sérieusement combattue. Ça sera un mandat où l'état des droits on va commencer quand même à sentir que non, bon, on commence à entrer petit à petit dans l'état des droits. Ça sera un mandat où il n'y aura pas les amis du chef. Hein. Les discours, c'est les amis du chef, c'est-à-dire les intouchables. Il n'y aura pas... tu peux faire tout ce que tu veux, il y a impunité, tout ça. On espère que la justice sera réellement au-dessus, indépendante, et que ces régimes-là où les gens ont pratiquement un peu comme carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent, sachant que nous, il n'y aura pas de punition derrière, va prendre fin. Et moi, je ne m'attends pas à ce que le 2e régime de Tshisekedi, de Fathi, soit un régime qui va changer dramatiquement l'économie de ces pays. Non, les changements de la croissance économique, c'est un processus, mais je m'attends à ce que le premier se soit posé quand même avec ces régimes. Je m'attends à ce que les début quand même de ce qu'on peut considérer, c'est que... Parce que quand on nous disait l'état du droit, nous, on n'est pas des juristes. Okay. Un juriste, quand il te parle de l'état du droit, un vrai juriste, quand il te parle de l'état du droit, il va aller dans les détails, il va te dire c'est A, B, C, D, il touche les fonds. Voilà. Mais dans les communs du Congolais, l'état du droit, eh ben, c'est ce que nous, l'UDPS nous a fait croire, nous a fait comprendre, c'est de quoi l'état des droits. Et on pense, je souhaite, et j'espère qu'avec le 2e mandat de Fathi, il pourra nous amener quand même à ce niveau-là et laisser à son successeur un pays avec les degrés de corruption amoindris, les degrés d'impunité amoindris, et où on sera vraiment dans un état de droit. Très bien, je signale à tous ceux qui nous suivent que nous avons sur ces plateaux un membre de la diaspora congolaise qui a évolué à l'extérieur. C'est plus dans quel pays? L'Afrique du Sud et l'Europe. L'Afrique du Sud et l'Europe. D'ailleurs, ça tombe bien parce que nous allons déjà toucher notre premier sujet qui concerne le BRICS. Le monde évolue en pôle, le monde évolue suivant les appartenances de tel ou tel autre groupe. Aujourd'hui, on nous parle des BRICS. C'est quoi d'abord le BRICS et quelle doit être la position de la République démocratique du Congo, une position qui pourrait profiter à notre pays? Alors, les BRICS, pour ceux qui ne le savent pas, ça regroupe 5 pays. En fait, les BRICS, c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. D'abord, au départ, c'était les 4 pays-là. Okay. Et après, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas laisser l'Afrique en dehors de tout ça. Parce que l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est l'espoir du futur. Okay. C'est le continent du futur, sur tout le plan. Alors, il fallait ajouter aussi la puissance économique africaine qui était l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que c'est devenu 5 pays, les BRICS. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'ils sont partis, à peine une dizaine d'années. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. Et ils ont d'abord évolué comme ça. Et ils se sont rendus compte que le poids économique que le BRICS renfermait, le poids économique, le poids démographique que le BRICS renfermait, nécessitait assez qu'ils puissent penser à élargir. Parce que vous êtes sans ignorer que
le monde entier n'est plus d'accord avec les systèmes du fonctionnement des Nations Unies tel qu'il est aujourd'hui. Très bien. Parce que les systèmes de fonctionnement des Nations Unies, c'est un système qui a été hérité, qui est l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Et les puissants, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, se sont permis de se regrouper et d'imposer au monde comment est-ce que le monde devait évoluer. Hein, c'était ça le système international. Ils nous ont imposé le système bancaire avec la mise en place des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ils ont continué à mettre en place des systèmes pour les commerces tels que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et bref, c'était comme ils se sont abrogés le droit d'avoir les vétos au niveau du Conseil de sécurité. Donc les 5 pays, ils pouvaient décider de ce qui doit se faire ou ce qui ne doit pas se faire. Dans le monde, dans bien le sûr. monde, voilà. Alors, ça devient invivable cette situation-là. Hein. Les pays, les restes du pays, ce qu'on appelle les Sud global, ils acceptaient cette situation-là parce qu'ils étaient économiquement parlant faibles. Okay. Hein. Diplomatiquement parlant, ils étaient faibles. Démographiquement parlant, ils étaient faibles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez des pays comme l'Inde, qui est aujourd'hui 4e, 5e grande puissance économique mondiale, et qui est en passe d'ici 10-15 ans, l'Inde pourra être la 3e grande puissance mondiale. La Chine deviendra la 1re grande puissance mondiale, dépassant les États-Unis. Les puissances traditionnelles comme le Japon, l'Allemagne, la France, ça sera des puissances après, ils seront à la 6e, 7e, 8e puissance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces puissances-là, ils n'acceptent plus les dictats des Occidentaux, ce qu'on appelle le monde occidental. Et donc, ils se sont créés dans ces regroupements de BRICS. Et au jour d'aujourd'hui, eh ben, il y a la nécessité de pouvoir continuer à grandir pour avoir donné le choix au reste du monde, d'avoir l'opportunité de décider pour ce qui est de sa souveraineté. Parce qu'on ne peut pas t'imposer, toi, en tant que pays souverain, comment tu dois manger, comment tu dois marcher, comment tu dois faire. Tu es souverain, tu es libre de décider être avec toi ou bien être avec X ou bien Y. Et donc, c'est ça que le BRICS, aujourd'hui, est en train d'amener dans le monde. Mais la question fondamentale ici est que la République démocratique du Congo, notre pays, là nous contextualisons les choses, la République démocratique du Congo doit prendre aussi position par rapport aux Occidentaux et le bloc qui se forme actuellement. Quelle est la partie qui peut mieux servir la République démocratique du Congo pour les futurs? Eh bien, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. C'est les BRICS. Hein. C'est les BRICS, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, les BRICS, ils étaient à 5. L'année passée, ils sont passés à 11. Donc, ils contrôlent l'économie, 40% de l'économie mondiale aujourd'hui. Les PIB mondial, 40%, c'est contrôlé par les BRICS aujourd'hui. Ça dépasse même les G7. Les G7 qui comprennent les États-Unis, ce qu'on appelle les pays occidentaux. Qui contrôlent aujourd'hui autour de 31-32% de l'économie mondiale. Donc les BRICS aujourd'hui, économiquement parlant, ils sont devenus beaucoup plus forts même que les G7. Les BRICS aujourd'hui, ils contrôlent presque 80% de l'énergie mondiale. Parce que vous avez les pays comme l'Iran, les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays comme les Émirats et tout ça, qui sont maintenant membres des BRICS. Et cette année, il y a déjà 40 pays qui sont alignés pour rejoindre les BRICS, dont le Nigeria, l'Irak, le Venezuela. Donc tous ça promet déjà la fin Absolument. de ce bloc occidental. Pas la fin. Pas la fin. Je ne vois pas le bloc occidental s'effondrer, mais son influence va être très, très limitée. Très, très limitée. C'est déjà limité, ça continue, ça va s'effriter encore davantage. Et c'est le choix aujourd'hui que le monde doit faire. Et pour ce qui est de nous, la RDC, moi, je plaide pour que la RDC aille rejoindre dans le futur, bien sûr, puisse rejoindre les BRICS. Monsieur Meboukassa, c'est vrai, la République démocratique du Congo doit prendre position, rejoindre le BRICS, mais vous n'oubliez pas que ce sont nos partenaires traditionnels, nous avons beaucoup de contrats avec eux, nous savons comment est-ce que nous évoluons avec eux. Est-ce que ces changements brusques aujourd'hui ne pourraient pas porter préjudice à la République démocratique du Congo? Eh bien, je t'informe que tous les pays qui sont membres des BRICS aujourd'hui, c'était des pays qui étaient colonisés comme la RDC par les Occidentaux. C'était des pays qui avaient aussi des contrats avec les mêmes pays occidentaux.
et qui ont assumé leur souveraineté et qui ont décidé en âme et conscience, qui regardent, parce qu'aujourd'hui il est question de regarder les intérêts de ton pays. Les intérêts de la RDC aujourd'hui se retrouvent où? Où est-ce que les intérêts de la RDC peuvent être mieux défendus? Est-ce que nos intérêts à nous en tant que RDC seront mieux défendus en allant dans les blocs BRICS, ou bien ça sera mieux défendu en restant avec les Occidentaux? Et moi je pense que nous avons intérêt à les rejoindre, les blocs BRICS. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on va rejoindre les BRICS, qu'on arrête toute coopération avec le bloc occidental. Non, pas du tout. L'Afrique du Sud est membre fondateur des BRICS. Ils font les affaires avec le reste du monde. La Chine, qui est la Chine, l'Inde, qui sont les deux piliers même de BRICS. Ça ne les empêche pas d'avoir des affaires avec les Occidentaux et tout ça. Donc nous aussi, la RDC, dire que non, on va les rejoindre les BRICS, ça ne veut pas dire que non, bon, on coupe les ponts avec le monde occidental. On va continuer à faire les affaires avec le monde occidental, mais au moins assumons notre indépendance et allons là où on sait que par rapport à ce que nous représentons, ce que nous valons, parce que la RDC, nous valons beaucoup. Mais c'est comme on dit, nous sommes comme des gaillards zéro, quoi, des gaillards zéro, alors qu'en réalité nous valons beaucoup. Donc ici il est question que nous puissions d'abord nous organiser d'abord à l'interne. C'est par là que nous devons commencer. Commençons déjà à nettoyer notre maison, la maison RDC. Arrangeons notre administration, combattons sérieusement la corruption, commençons à bâtir notre économie, mettons en valeur toutes les potentiels en termes de richesses que nous avons, mettons ça en valeur et maintenant constituons notre dossier très bien et allons présenter ça à la porte des BRICS et les BRICS vont nous accepter à bras ouverts. À vous entendre parler, il faudra d'abord assurer une indépendance économique. Donc que nous puissions d'abord dépendre de nous, que nous puissions nous retirer petit à petit de cette dépendance totale de l'extérieur. Mais comment le faire? Parlons directement économie de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'en 1960, nous avons reçu une indépendance politique, mais pas l'indépendance économique. Aujourd'hui, si la République démocratique du Congo veut avoir son indépendance économique, ça passe par où? Par qui? Ben, écoutez, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Et au jour d'aujourd'hui, la réalité c'est que la RDC est prise en otage à tel point par les puissances extérieures, même pas des très très grandes puissances, mais par les pays extérieurs, à tel point que si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention, eh bien, on risque de perdre ces pays. Regardez, ça circule dans les réseaux sociaux. Toute l'économie, aujourd'hui, il y a des individus, même pas des nations, mais il y a des individus qui ont le pouvoir de bloquer toute la machine économique de la RDC, qui ont le pouvoir de dire, bon, aujourd'hui, si on veut affamer la RDC, on affame les individus. Les individus plus puissants que l'État. Que l'État. Des individus étrangers qui peuvent affamer la nation RDC. C'est 120 millions d'habitants. C'est pas possible. Notre secteur, les secteurs primaires, on prend d'abord les secteurs primaires, l'agriculture, presque inexistant. Pourtant, à la radio, à la télévision, partout, nos politiciens nous chantent matin, midi, soir comment nous avons un pays très fertile, les sols arables, à raison de 2 récoltes par année. Mais nous avons un secteur agricole inexistant. Tout ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Et qui nous apporte ça? Eh ben, ce sont nos Libanais, nos Indiens. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, peuvent décider de dire que non, bon, on affame la RDC et ils vont le faire. Et donc, ça fait que pour que l'État congolais, au stade actuel, pour que l'État congolais puisse puisse imposer sa volonté auprès de ces gens-là, ça devient très compliqué. Parce que ces gens-là ils peuvent répliquer et dire, bon, écoutez, pour faire chanter l'État congolais, ben, on bloque l'importation. Et donc, on affame la population congolaise. Donc, ce sont de vraies questions qu'on doit se poser. Dans ces pays, nous avons des économistes. Dans ces pays, nous avons des stratèges. Dans ces pays, on n'a pas que les diamants de l'Amiba, on n'a pas que les diamants de la Sassim, on n'a pas que l'or de Kilomoto, et on n'a pas que les cuivres, les cobaltes de la Gécamine et tout ça, mais nous avons aussi des cobaltes humains, nous avons des cuivres humains, nous avons les diamants humains, nous avons de l'or humain.
c'est-à-dire les ressources humaines, il y en a dans ces pays. À l'étranger comme ici au Congo. Nous avons des gens qui savent, qui réfléchissent, des gens qui aiment réellement ces pays, qui sont prêts à se mettre ensemble. Si les gouvernements le permettaient, les autorités le permettaient, il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble, monter un programme, un plan de développement économique de ces pays. Et dans l'horizon 2050 ou 2040 déjà, d'ici 15 ans, on peut commencer à parler autre chose concernant cette économie ici. Okay. On peut pas, c'est pas normal que nous puissions avoir une économie, un pays où toutes les banques, parce que c'est les banques qui accompagnent l'économie de tout pays. Mais toutes les banques que nous avons dans ces pays ici, aucune banque n'est congolaise. Tout est tenu par les étrangers. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Mais est-ce que ça nous manque de banquiers congolais? Non, moi je connais des Congolais qui font la fierté de... si on était un pays sérieux, on pouvait commencer à publiciter ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'une bonne politique économique au niveau de la République démocratique du Congo? Mais justement, le problème c'est que, c'est quoi la politique économique de la RDC? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Dans ces pays, les textes, par exemple, les textes, ça existe. Mais on ne valorise pas ces textes-là. Hein? On ne les applique pas, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Aujourd'hui, par exemple, si on veut parler du développement, moi je ne me fais pas d'illusions, hein, mon frère. On peut pas se voir la face. On peut pas. La RDC, c'est pas demain que ça va se développer. On va se développer comment? Parce que tant qu'on n'est pas à mesure de commencer à transformer tout ce que nous produisons, nous avons la matière première. Mais tant qu'on ne sera pas à mesure de commencer à transformer tout ce que nous produisons dans ces pays, comme les pays de l'Asie l'ont fait, on n'ira nulle part. On va toujours tourner à rond. Mais pour transformer tout ce que nous avons, il nous faut de l'énergie. Il nous faut de l'énergie. Avons-nous de l'énergie dans ces pays? Avons-nous les courants avons-nous les courants nécessaires dans ces pays pour accompagner la croissance économique, le développement économique de ces pays? Il n'y a pas. On doit transformer, oui, mais on va transformer avec quoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Donc le jour où on va voir que l'État congolais commence sérieusement à investir dans le projet énergétique de manière très significative, là on pourra dire que non, maintenant il y a espoir. Tant qu'il n'y a pas ça, on va continuer à tourner à rond. Tant qu'il n'y a pas ça, on va commencer à tournoyer en rond, vous avez dit. Alors, juste permettez que je puisse, avant de répondre à la question, ajouter un autre élément très important pour ce qui est de l'économie de la RDC. Vous savez, nous avons un pays avec des chaînes de montagnes qui vont à plus de 5500 mètres d'altitude. Ouais. Le Rwenzori. Nous avons des chaînes de montagnes importantes dans ces pays. Nous avons des collines, nous avons des volcans, nous avons une partie de l'océan, nous avons des océans, non, nous avons des lacs, nous avons des fleuves, notamment les majestueux fleuves Congo. 80% des terres arables. Voilà, nous avons des rivières importantes. Tu sais, quand tu vas en Europe ou en Afrique du Sud, les rivières, c'est des créations, presque des créations. On essaie de les canaliser pour avoir quand même des rivières. Nous avons des... Moi, j'ai la chance, je voyage beaucoup, hein, que ce soit à l'étranger comme dans les pays. Et dans les pays, je vois des rivières, mais je me dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. Nous avons la forêt, nous avons des plaines, nous avons des parcs avec des animaux. Tout ce que tu veux là, nous avons ça dans ces pays. Mais nous avons un secteur touristique presque inexistant. Okay. Alors que le monde aujourd'hui, le monde s'ébat, tous les pays du monde entier, tous les pays, en commençant par les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, l'Inde, tous ces pays se battent pour leur industrie touristique. Okay. Parce que aujourd'hui, les secteurs primaires comme l'agriculture, les secteurs miniers et tout ça, ça ne crée plus en termes d'emploi, ça ne crée plus d'emplois suffisants, de manière suffisante pour absorber toute la masse qui se déverse tous les jours sur le marché. Et beaucoup de pays dépendent aujourd'hui du secteur touristique. Et dans les pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, c'est 10% du PIB, le secteur touristique. Les pays comme la France, presque tous ces pays-là, la contribution du tourisme au PIB, c'est entre 5 et
et 15%. Il y a des pays où ça va même jusqu'à 20%. Tu imagines un peu? C'est énorme, énorme, énorme. Donc, avec un secteur touristique qui marche, eh ben, les taux de chômage vont sérieusement diminuer. Sérieusement diminuer. Ça va résoudre plusieurs problèmes. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. La contribution sur le plan économique du pays va être non négligeable. L'image du pays va être vendue dans le monde entier. Dans le monde entier. Comme étant une vraie destination touristique. Et c'est très très important au jour d'aujourd'hui que nous puissions plus seulement regarder les secteurs miniers. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes les billets de la RDC, c'est 60-80%, c'est les billets, c'est financé par les retombées des mines. Mais aujourd'hui, les 5 ou 10%, que le secteur touristique peut apporter à l'économie de la RDC, c'est énorme. Pendant que c'est un secteur très négligé en République démocratique du Congo. C'est un ministère où on n'octroie pas assez d'argent du budget national. Voilà pourquoi moi j'ai lancé l'appel au chef de l'État. Si on vous jetait là-bas, vous savez, comme les Congolais disent, Bissika Bikaouka. Voilà. Aujourd'hui, moi je lance l'appel au chef de l'État. Hein? Je lance l'appel aux décideurs de ces pays. Ces pays regorgent des vrais acteurs internationaux du tourisme. Des gens qui ont fait des preuves, qui ont prouvé de quoi ils sont capables dans d'autres pays, qui ont contribué à aider d'autres pays à émerger sur le plan touristique. Et ces gens-là veulent aider leur pays, la République démocratique du Congo, pour pouvoir émerger sur le plan touristique. Alors ne prenez pas les ministères du tourisme à la légère, ne prenez pas l'Office national du tourisme à la légère et faites appel à cette compétence-là pour pouvoir relever les secteurs touristique de la RDC, parce que l'économie de la RDC en vaut la peine. Et de ce côté-là, c'est un problème de système ou un problème d'hommes, ceux qui doivent comprendre et agir pour le développement du système. Non, mais c'est la classe politique actuelle. La classe politique actuelle et même passée, c'est imprégné dans sa tête, ils se sont imprégnés de l'idée comme quoi, eh ben, l'économie ça doit tourner seulement autour de mines, alors que il y a beaucoup de pays ont fermé même leurs mines, hein, ils commencent même à fermer leurs mines, et donc ils se mettent dans les secteurs des services, dans le tourisme. Et moi, je suis un acteur touristique. Voilà. Donc je ne parle pas des choses que je ne connais pas, je parle des choses que je connais, des choses que j'ai vues, tous les jours. Et je voudrais vraiment... S'il arrivait aujourd'hui que le président de la République puisse suivre cette émission et vous appeler, s'il vous posait la question de savoir, dans ce secteur du tourisme, pour que le secteur soit fructueux, pour que ça puisse donner de fruits, par où faut-il commencer? Quelle sera votre réponse? Non, bah écoutez, je peux juste... Ou encore, si vous devenez ministre, s'il faut toucher, appuyer sur un bouton pour déclencher le développement de ces secteurs, vous commencez par où? Je peux juste dire que les compétences ne manquent pas dans ce pays. Hein? Les compétences ne manquent pas dans ce pays. Et y compris dans les secteurs du tourisme, la personne qui vous parle, c'est une personne très compétente sur le plan de l'industrie du tourisme. Et nous sommes déterminés à aider, à faire émerger notre secteur du tourisme. Et voilà, que le chef de l'État regarde à la compétence cette fois-ci. Pas seulement des considérations politiques, mais qui regarde à la compétence dans tous les domaines, y compris dans les domaines touristiques. Et on va faire bouger les choses de ce côté-là. Très bien, on va faire bouger les choses pour l'avantage de la République démocratique du Congo et des Congolais. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons sur ces plateaux un Congolais qui vient réfléchir sur son pays. Il s'agit bien de M. Aimé Boukassa. Venons à la politique de la République démocratique du Congo. Bientôt là, sera déjà peut-être la formation du gouvernement. Ça s'est fait déjà en coulisses. Ça sera peut-être public prochainement. Qu'est-ce que vous souhaitez que ces gouvernements soient? Très très bonne question. Très très bonne question. Merci. Eh bien là, je parle en tant que citoyen congolais. Okay. Un citoyen congolais lambda. Président Fachi, il y a 4 mois, le peuple congolais venait de te renouveler ou bien de vous renouveler la confiance.
en vous accordant un mandat très fort, avec un score foragénique, hein, comme on peut dire. Hein. On m'a dit qu'aujourd'hui, quand le score est beaucoup plus... hein, au lieu c'est foragénique. Foragénique. Voilà. C'est-à-dire que la population vous fait confiance. Ouais, bon. Donc, la population attend de vous pas des miracles. La population veut juste deux choses. Faire sortir un gouvernement composé des hommes, des patriotes intègres, des patriotes compétents, des patriotes honnêtes. Et ces gens-là vont travailler pour ces pays et ils vont sauver votre mandat. C'est tout ce que le peuple vous demande. Ne cédez pas à la pression politique. Ne cédez pas à la pression politique. Cédez à la pression populaire, à la volonté du peuple qui vous a donné 75%, presque 74% de voix parce qu'ils vous ont fait confiance. Entourez-vous des hommes et des femmes intègres. Entourez-vous, mon Konziamboka, des hommes et des femmes intègres. Des femmes capables, ça existe. Des hommes capables, compétents, intègres, ça existe. Ici au Congo comme dans la diaspora n'est pas constituée que des corrompus. La diaspora n'est pas constituée que de voleurs. La diaspora n'est pas constituée que des immoraux. La diaspora n'est pas constituée que des gens qui sont venus ici pour détruire l'image des marques de la diaspora. La diaspora congolaise est constituée aussi et beaucoup d'hommes et de femmes de valeur, des hommes capables, des hommes qui peuvent et qui sont déterminés à vous aider pour que ces pays puissent aller de l'avant. Faites appel à ces gens-là et vous verrez à la fin de votre mandat, en 2028, vous serez un homme heureux et l'histoire du Congo retiendra que non, nous avons eu un président qui a changé le cours de cette histoire. Très bien. J'ai pensé que vous auriez pu épingler le train de vie des institutions par rapport à celui de la population. On a le temps? Je vous accorde 1 minute. Voilà. Vous avez le Sénat. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Le Sénat est là. La deuxième lecture de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la corruption. Nous sommes en train de décrire la corruption, les antivaleurs. Et le Sénat, ce qui se passe là, pour la mise en place du Sénat, c'est l'exemple même typique, hein, l'exemple clair de ce que c'est la corruption dans ces pays. Ça ne nous sert à rien. La taille du gouvernement. On n'a pas besoin d'un gouvernement éléphantesque. On n'a pas besoin d'un gouvernement foragénique. C'est le terme du moment. Voilà, foragénique. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Réduisez la taille du gouvernement. Les trains de vie des institutions. C'est quelque chose que même le chef de l'État ou même le gouvernement ne devrait pas se mettre dans la défense de ça. Hein? Très bien. Qui défendent même pas ça. Hein? Qu'ils écoutent seulement la population. Qu'est-ce que le peuple veut? Parce que vous êtes là pour servir le peuple. Hein? Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut la diminution du train de vie du gouvernement. Le peuple veut voir les sacrifices auprès de ces députés-là, auprès de ces sénateurs-là, auprès de ces gouverneurs, auprès de ces sont réellement ministres. Serviteurs voilà. du peuple. Le peuple veut voir les sacrifices, réduire votre train de vie et servir le peuple. Très bien. Je vous accorde 1 minute, nous allons déjà chuter avec l'émission. Je vais vous livrer à cet exercice qui va marquer la fin de notre émission. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous soulèverez le carton rouge, ce que vous avez dit, c'est médiocre. Le carton vert, vous dites excellent. Et les cartons jaunes, c'est pour donner une cote moyenne. Ah, jaune, cote moyenne, rouge... Médiocre. Médiocre. Et le vert, c'est pour l'excellence. Ok. Vous avez travaillé, accompagné Papa Tshisekedi. Quel est le carton que vous donnez à la vie de cet homme politique pour avoir servi la République démocratique du Congo? Il n'y a même pas à réfléchir. Très bien. Félix Tshisekedi, son fils biologique, est au pouvoir. Il a géré la République démocratique du Congo plus de 5 ans. Quel est le carton que vous donnez à cet homme politique pour sa gestion de la République démocratique du Congo? Vous avez dit les rouges, c'est quoi encore? Médiocre. Les jaunes? La moyenne. À ce stade, pour le premier mandat, je donne jaune.
Très bien. Et mon souhait et mon combat, c'est pour voir mon président Félix Tshisekedi, en fin de mandat 2028, mériter celui-là. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau, Monsieur Aimé Bokassa. C'est moi qui vous remercie. Nous avons senti que la matière a coulé. Merci beaucoup. Ce n'est pas la diaspora qui est citée dans le détournement en République démocratique du Congo. La diaspora, elle est très mal vue aujourd'hui. Merci beaucoup. Et s'il faut vous accorder 30 secondes pour clore avec l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais doivent-ils retenir? Eh bien, écoutez, les Congolais, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons donné la chance au président Fachi pour qu'il puisse nous servir encore pendant 5 ans. Il a besoin de notre soutien. Soutenons-les, pas dans les dialélos, pas dans les fanatismes. Mon souhait, c'est que le truc de Fatibé, on ne puisse pas attendre ça pendant les deuxièmes mandats ici. Le président n'en a pas besoin. Il a besoin qu'on puisse l'accompagner. Il a besoin du vrai soutien, pas de l'hypocrisie autour de lui, pas du fanatisme aveugle autour de lui. Mais il a besoin du soutien. Soutenons les chefs de l'État, accompagnons-les et critiquons parce qu'il est à notre service, mais de manière positive pour l'encourager à aller de l'avant et atteindre les objectifs des 6 piliers. Parce qu'il nous avait parlé des 6 piliers. 6 piliers pendant son investiture. Voilà, qu'il puisse atteindre l'objectif des 6 piliers qu'il avait promis à la population congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Aimé Bokassa. Je vous rappelle qu'il est de la diaspora congolaise. Vous avez suivi comment est-ce qu'il a réfléchi. C'était des réflexions foragéniques. Alors, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Derrière la caméra, il y avait Demis Vouemba et Plamedi Tondo. Josué aussi était là. De l'autre côté de la régie, il y avait Montréal, le Real Pams Bienga. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au milieu soit armé, au milieu c'est pas une institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église, akoko c'est la mutuma kambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Konda bilaka ninene. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.